Et dans ces circonstances, on reconnaît là le meneur d'hommes. Il va constituer à son domicile, pendant l'occupation, une loge maçonnique clandestine qui va être baptisée Alexandrie d'Égypte. Alors c'était une loge maçonnique clandestine selon le fonctionnement habituel de ces branches, c'est-à-dire qu'au sein de la loge maçonnique, ou au-delà, il y avait une sorte de cercle opératif qui était un cercle, dirons-nous, martiniste. C'est pour ça qu'on parle aussi de la loge de l'Arche d'Alliance ou du cercle de l'Arche d'Alliance. Et c'est dans ce cadre maçonnique clandestin qu'il reçoit Jules Boucher, qu'il reçoit Robert Amadou et bien d'autres. Je crois que dans un entretien ultime, il va raconter cet épisode. Il donnera d'ailleurs des noms. Et donc, dans ce cadre formel de Memphis Misraïm et de sa loge intérieure, il y a un épisode qui est resté célèbre, 42 et surtout 43, après des travaux préparatoires d'ordre magique et théurgique, il expérimente et il entraîne un certain nombre de postulants de son cercle dans ses travaux, et il est décidé de procéder au réveil de l'ordre des élus Cohen. L'ordre des élus Cohen était cet ordre maçonnique et théurgique qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle, qui a eu un grand retentissement, même si son recrutement a été relativement réduit et son développement sera encore plus réduit, mais il a été l'école de personnages importants comme Jean-Baptiste Villermoz et comme Louis-Claude de Saint-Martin. Et c'est ce que, ultérieurement, fin 18e, début 19e, on appellera le martinisme. Et cette doctrine issue de Saint-Martin, même accommodée par Louis-Claude de Saint-Martin, mélangée à celle de Jacob Böhm, constituera en fait le corpus essentiel de l'œuvre écrite de Louis-Claude de Saint-Martin et de la pensée qu'il va véhiculer dans les milieux qu'il traversait. Une partie des archives, d'ailleurs, de cet ordre avait été retrouvée et Papus en avait fait l'acquisition. Et là, on assiste à un épisode qui va marquer les esprits et que Robert Amadou, d'ailleurs, aura l'occasion d'évoquer, car ça pose la question de la filiation. En fait, la transmission des élus Cohen se faisait par rituel d'ordination, comme on disait. Il y avait une ordination de Réaucroix. Et finalement, c'est une ordination, une initiation qui vient d'autres plans. Et Robert Amblin et ses compagnons s'estimeront habilités à procéder à ce réveil. Comme le dira Robert Amadou, nous n'avions pas grand-chose, mais il y avait Robert Amblin, sa science du rituel, et sa connaissance des choses de l'occulte. Alors dans la forme, c'était évidemment très loin de Martinez de Pasquali, le fondateur de l'ordre des élus Cohen, mais en 1943, à l'équinoxe, par la grâce de Dieu, comme on disait dans l'ordre des élus Cohen, la chose s'est manifestée. Et ce sera le point de départ de ce qu'on va appeler la résurgence des élus Cohen. On parlera de néo-Cohen. Il y aura un certain nombre de courants qui vont en découler. Ce qui est très important pour comprendre le personnage, c'est que cette entrée dans Memphis Misraïm, cette entrée dans le martinisme, je parle même des élus Cohen, va se compléter après la guerre par l'ordination dans l'église gnostique, par différentes voies. Et quelque part en 1945, il reste trois figures de l'occultisme de Papus. C'est un raccourci. Il y a Georges Lagrèce, il y a Jean Chabozeau, il y a Victor Blanchard, et ces trois personnages vont décéder en l'espace de quelques années. Et l'a-t-il voulu ou non, Robert Amblin, quelque part, se retrouve
à la tête des différents rameaux des courants fondés par Pappus. C'est l'autre aspect du personnage, et il va être connu sous cet aspect.